Ottario Celiani, vous avez d'abord étudié les mathématiques. Dans quelles circonstances vous avez été amené à étudier le cinéma et à devenir cinéaste? Bon, ben, je pense pas que j'étais trop doué pour les maths. Je pense que, malgré que je faisais des succès là, à l'université, parce que à cette époque, il y avait les bourses spéciales. Et si on n'avait pas de bourse, on pouvait mourir de faim. Alors il fallait se mettre à cadre pour les avoir. Mais ce qui est très important, c'est que à la fin de mes études, sont venus en troupes les militaires à l'université de Moscou. Ils ont commencé à choisir les étudiants pour nous mettre au travail. Ils nous ont montré nos futurs lieux de travail. C'était les boîtes de recherche ultra secrets et il fallait travailler pour la guerre. Bon, j'étais en panique. Je suis allé voir quelques-uns de mes profs. Mes profs à l'université, ils étaient tout à fait brillants. C'était Kolmogorov, c'était Robotonov, c'était Pontryagin, Khinchin, les Kourosh, les fondateurs des maths, des grandes écoles de maths en Union soviétique. Je suis allé les voir, ils m'ont dit, écoutez, c'est à vous de décider. Il y avait un seul, Pontryagin, qui m'a dit que, écoutez, partez immédiatement. Autrement, vous serez englouti par cette machine et après, il n'y a plus d'issue. Parce que dès que vous avez l'accès à un secret d'État, et là, tout ce qui était l'industrie qui travaillait pour les militaires, évidemment, c'était lié au secret d'État. Après, vous étiez enfermé pour longtemps. Alors, je suis allé voir le recteur de l'université. C'est très difficile de se débarrasser de ce truc-là parce que l'État considérait qu'ils ont fait les dépenses pour vous former et vous ne lâchez pas aussi facilement que ça. Alors, le type, il m'a bien compris et il m'a donné mon certificat des études à l'école. Et il m'a dit, écoutez, si vous allez échouer, je voulais faire l'architecture à cette époque-là au début, mais il a dit que d'abord, regardez qu'est-ce qui se passe autour, dans l'architecture, c'est pas très intéressant, je pense. Effectivement, dans l'architecture, c'était un cauchemar, là. Dans le cinéma non plus, c'était sans espoir, parce qu'à cette époque, en Union soviétique, il y avait 8 films par an qui se faisaient, c'est tout. Mais j'ai risqué, je suis entré il y avait un énorme concours, 80 candidats pour une place. C'était grand maître de cinéma Dovzhenko qui devait choisir parmi les candidats une vingtaine de personnes pour les guider, pour être leur maître. Bon, alors, finalement, je suis arrivé faire le cinéma et à cette époque-là, heureusement pour nous tous, il y avait c'était le moment qui s'appelle en histoire de l'Union soviétique le dégel. Khrouchtchev. Khrouchtchev, oui. Sont apparus des films de Tchoukrai, de Abouladze, de Koulijanov, de Talankin, le premier film de Kalatozov, quand il pouvait faire ce qu'il voulait, c'était, je pense, que quand il passe les cigognes. Et ils ont commencé à produire les films un peu partout, y compris en Géorgie. En Géorgie, c'était les anciens studios où se faisait le cinéma, les studios qui étaient fondés en 1904 déjà. Voilà. Et il y avait toute une compagnie de jeunes gens de Géorgie qui ont terminé en même temps cette école de cinéma à Moscou. Nous sommes rentrés et... C'était le VGIK. C'était le VGIK, oui. Oui, la célèbre école de cinéma soviétique. Le fameux VGIK, oui.
On connaissait qu'est-ce que c'était le geek. Le geek travaillait aussi d'une certaine manière à former les cinéastes qui devaient apprendre bien faire leur métier, mais servir à la propagande de la manière de vivre à la soviétique. Voilà, mais cette période de dégel a produit un phénomène dans le cinéma soviétique. Sont nés Parajanov, sont nés Elem Klimov, Tarkovsky, Panfilov, Askoldov, les frères Shengelaya. En Géorgie, il y avait Tamas Meliava, Merako Kochashvili. Bon, c'était toute une compagnie de gens qui se soutenaient mutuellement. Et c'était assez inattendu pour le cinéma soviétique. C'est vrai que personne ne pouvait même rêver de faire quelque chose qui pouvait aller contre le régime soviétique. Mais si les films étaient interdits, ils étaient interdits pas par les raisons d'antisoviétisme, ils étaient interdits par de différentes raisons. Par exemple, Roublev était interdit comme un film anti-russe. Les films de Barajanov étaient interdits comme les films abstractionnistes. Voilà. Il y avait toujours des motivations. Là. Et les miens, tous étaient interdits. Ça veut dire qu'Avril était interdit, il n'a jamais vu l'écran. La chute des feuilles, il était une fois un meilleur chanteur pastoral, interdit par différentes raisons chacun, mais l'acquisition unanime était que ce ne sont pas les films anti-soviétiques, mais ce ne sont pas les films pro-soviétiques. Et ils sont asoviétiques. Alors, comme ça, je vivais avec ça, mais je peux vous dire que, comme tout le monde qui vivait en même temps que nous dans le cinéma, tout le monde était écrasé par ce système totalitaire, y compris les censeurs. Y compris, ils s'appelaient les rédacteurs de comités de cinéma, qui étaient, leur fonction était de brosser les scénarios, de les rendre acceptables, bon, comme ça. Et à cette époque, il y avait ce truc, il fallait passer par la rédaction d'un scénario, c'est-à-dire revoir le scénario du point de vue d'idéologie régnante. Et l'anecdote était que qu'est-ce que c'est le poteau télégraphique? C'est un sapin bien rédacté. Voilà. Bon, ben bref, voilà, vous comprenez dans quelle situation on travaillait. Mais ces gens-là, ils essayaient de nous donner un coup de main, nous aider par le conseil, nous aider de formuler tout ce qu'on voulait pour que ça devienne passable, si vous voulez. Bon, comme ça, en secret, je pense qu'ils détestaient mes collègues qui obéissaient aux règles, et par contre, ils respectaient beaucoup ceux qui n'obéissaient pas. Vous parlez là des gens du comité de censure. Des gens de comité de cinéma, des gens qui étaient censés de nous censurer. Comme ça, c'est absolument inimaginable que nous, tout seuls, on pouvait percer le brèche dans le mur en béton. Là, alors. Ça veut dire qu'on était un peu aidés, et comme minimum, on a réussi de faire nos films là. Même s'il était interdit, vous voyez qu'aujourd'hui il existe. C'est-à-dire que grâce aux efforts de beaucoup de monde, il ne faut jamais parler qu'on était héroïque et on allait contre-courant tout seul. C'est vrai qu'on était un peu naïf et aveugle, on pensait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Après, on a appris des méthodes, on a commencé à tricher, on écrivait un scénario, mais après on tournait un autre. Après, vous savez que dans le cinéma, rien n'est formulable jusqu'à la fin. Quand vous tourniez, par exemple, autre chose que ce qui était écrit dans le scénario qui était ça, passé il ne fallait par la pas censure. faire, non.
Il fallait tourner mot par mot les scènes qui étaient écrites dans le scénario, mais un petit déplacement d'accent et un petit déplacement de l'angle de vision du monde donnait des résultats parfois tout à fait contraires de tout ce qui était écrit. Voilà. Comme ça, on travaillait et je pense qu'en même temps, il y avait un autre système. Les films étaient interdits, mais le soif de la nourriture spirituelle dans ce pays était tellement énorme que partout, en Russie, en Géorgie, dans les pays baltes, se créaient les ciné-clubs. Alors tout ce qui était interdit pour le spectateur, le large spectateur qui visitait des grandes salles, était permis pour les ciné-clubs parce que c'était comme un visionnage spécialisé, si vous voulez. Et on pouvait survivre avec ces ciné-clubs. Ils nous donnaient quelques sous là, pour notre visite. On parlait autour du cinéma, on racontait tout ce, pourquoi on a fait, qu'est-ce que ça signifie et tout. Et après, on continuait à faire encore un film, encore un... Oui, parce que j'allais vous poser la question, ça peut sembler paradoxal vu de l'extérieur, que vos films rencontraient des problèmes avec la censure, dès votre premier film de fin d'études, Avril, ou dès votre premier long métrage, La chute des feuilles, qui ont eu des problèmes, et en même temps, malgré ces problèmes de censure, vous avez quand même continué à faire des films. Donc vous étiez à la fois ni complètement laissé libre, ni complètement interdit. C'était une espèce d'entre-deux. Oui, j'étais comme tout le monde, là. J'étais comme tout le monde. Ils ne nous interdisaient pas complètement de faire les films, parce que chaque fois, les dirigeants de cinéma, qui étaient eux-mêmes, ils étaient responsables de la production qui sortait des studios là. Parce que pour comité central, comme j'imagine et comme on imaginait, après on a compris tout, c'était pas nous qui étions auteurs des films, c'était le chef de comité de cinéma qui était auteur de ce film-là. Ça veut dire qu'il risquait sa peau, le pauvre. Alors, c'était un mélange de tout, là. Et chaque fois, il espérait que, voilà, première fois, Yosseliani, il a fait ce film-là, on lui a interdit de faire comme ça. Maintenant, suivez-le bien pour qu'il fasse tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut. Et deuxième fois, encore, c'était un fiasco. Et quand j'ai fait le troisième film, Pastoral, j'étais convoqué à la colloque du comité de cinéma et ils m'ont dit que c'est fini. Là. Cette fois-ci, c'est interdit, ni pour le ciné-club, ni pour le petit visionnage en privé. C'était fermé. Après Pastoral ou avant? Après Pastoral. Après Pastoral. Mais pourtant, quand on voit vos films géorgiens, Pastoral, Il était une fois un maire le chanteur, ou même La chute des feuilles, il n'y a pas vraiment de critique violente contre le système soviétique. On ne peut pas dire que ce soit des films de propagande anti-soviétique. Donc, oui, quel était le problème pour eux? Je pense que dans les films que moi personnellement j'ai fait, d'abord ces films portaient tous les signes de notre temps, de temps dans lequel ils étaient filmés, dans lequel nous vivions tous, mais il y avait le mépris et l'ignorance vers le sujet le plus crucial d'existence du pouvoir soviétique. Comme s'il n'était pas là. Et pour ça, peut-être pour ça que ces films ont survécu, et peut-être aujourd'hui, ça paraît étrange, pourquoi la censure s'accrochait à leur décision de les interdire, tout simplement parce que ça touchait des questions d'existence même des gens simples, des gens qui vivaient en solidarité, qui pensaient, dont le mouvement d'âme n'était pas coupé par le grand, énorme goulag qui était l'Union soviétique à l'époque. Et ce qu'il faut dire, qu'on vivait quand même dans un grand camp là, de concentration, et
Mais la vie était, bizarrement, était gaie. La vie était parfaite. On, on était, on savait qui nous sommes et qui sont eux, les autres, qui obéissent et qui fondent leur carrière en remplissant leurs fonctions auprès d'État. C'était eux et c'était nous. Et cette frontière était bien marquée. Et comme ça, on était nous parmi nous. Et on savait que c'est très très mal élevé, c'était très mal vu de faire des révérences auprès du pouvoir. Comme ça, on ne le faisait pas. Mais c'est juste ce que vous dites, et je crois qu'on le ressent vraiment très fortement quand on voit ces films-là, parce qu'ils sont poétiques, ils sont amusants, ils sont consacrés aux petits faits modestes de la vie quotidienne, et d'une certaine manière, tout ça, c'était l'antithèse du pouvoir soviétique qui, lui, était rigide, sérieux, et pas du tout modeste, qui se consacrait à des tâches immenses. Faire le bonheur du peuple, marcher vers l'avenir radieux du socialisme. Donc d'une certaine manière, vos films, par leurs caractéristiques, sont l'antithèse de ce que représentait le pouvoir, le système. Vous savez que ça me fait penser à une chose. Quand on filme les horreurs, des cauchemars qui entourent la notion même de mafia ou de KGB, eux, ils sont contents. Ils sont très contents parce que ça montre leur portrait, ça dessine leur portrait comme des forces redoutables, tout-puissantes. Mais dès que vous faites une comédie sur la mafia, ça, ils ne supportent pas. Les films qui leur montrent épouvantables, ils sont même prêts à financer. Mais quand on se moque d'eux, ça, ils ne supportent pas. Ou quand on ne remarque même pas leur existence. Je pense que ça doit être ça. Et puis je pense aussi, vous me direz si vous êtes d'accord, que vos films, à la fois dans leur sujet et dans leur forme et leur style, faisaient passer l'idée de liberté. Et ça, l'idée de liberté, ça ne pouvait pas non plus coller peut-être pour le système. Oui, c'est difficile à se mettre à leur place. Mais le système était assez dur, hein, parce que le cinéma, effectivement, c'était un instrument de la propagande. Et c'est ce qui explique la disparition du cinéma après l'écroulement de l'Union soviétique. Personne ne s'intéresse plus au développement du cinéma, de maestrie dans le cinéma, de financement des films. Et comme ça, beaucoup de mes collègues sont restés sans travail. Le cinéma, une très très forte école de cinéma géorgien qui existait jusqu'à la perestroïka, a cessé d'exister aujourd'hui. On a des jeunes gens talentueux, mais bourrés d'idées, mais il n'y a pas de financement. Et l'État n'est pas en mesure, avec tous les malheurs qu'apporte ce nouveau période dans la vie de cet immense pays, ne donne pas la possibilité de s'occuper de cette babiole comme cinéma. C'est pas sérieux pour l'État. Si on parle des textes cinématographiques, moi je pense qu'il y a une impossibilité liée peut-être aux barrières culturelles de comprendre le texte de l'autre à un autre endroit, à un autre temps. On a les exemples de cinéma muet, par exemple. Le cinéma muet, surtout je prends un film, les films de Murnau, de Lang, de Eisenstein, qui sont les films d'Eisenstein, qui sont considérés formellement comme les grands classiques de cinéma de toutes les époques, sont absolument incompréhensibles aujourd'hui. D'abord, peut-être parce que c'est bourré de mensonges, peut-être parce qu'aujourd'hui on sait où il ment, parce qu'aujourd'hui on sait de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il essayait de nous proposer comme modèle de la vie.
Mais en même temps, pour son époque, pour son temps, c'était peut-être quelque chose qui réveillait l'enthousiasme là, parmi tous les collègues. L'Europe entière saluait ce film debout. Alors, ce drame qui est arrivé à Eisenstein n'est pas arrivé à Jean Vigo, bizarrement. Là, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi ? Parce que on connaît parfaitement bien les poètes qui étaient pris par charme de telle ou telle idéologie sur cette terre-là. Il y avait les poètes qui étaient pris par charme d'idéologie des jésuites, il y avait d'autres qui vivaient sous le régime totalitaire. On connaît par exemple Leni Riefenstahl, où on connaissait Mayakovsky, un grand poète russe qui était le ténor d'idéologie soviétique en la transformant en source d'enchantement pour lui. Voilà. Et il était inspiré, vraiment inspiré. Si Mayakovsky était sincère, il est resté un poète. Ça veut dire que c'est une dose de sincérité qui détermine tout. Eisenstein, il n'était pas sincère. Si Mayakovsky était, analphabet, et spirituellement, et politiquement, et métaphysiquement, il a cru que le monde a changé aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, la vie va devenir une fête là, pour les êtres humains. Eisenstein, il savait, il était très raffiné, très cultivé. Et s'il a fait Ivan le Terrible, c'était l'apologie du totalitarisme. Là. S'il a fait Cuirassé Potiomkin, il a commencé par le mensonge. L'insurrection sur ce cuirassé n'était pas faite par les matelots, elle était faite par les officiers. Et cet mensonge fondamental. Et il a essayé d'inventer que l'insurrection, c'était le résultat de mauvaise nourriture que les officiers qui mangeaient les trucs raffinés proposaient à leur équipe. Là. Dans la marine, les matelots, c'était la catégorie la plus privilégiée, étaient parfaitement bien nourris. Et c'est inimaginable que dans la viande, il y avait des vers et de n'importe quoi. Alors, cette invention l'a poussé. Après, il fallait fusiller ces matelots-là. Et les méchants officiers les ont couverts de morceaux de tissu, là, de toile. Et il y avait un type qui prétendait, après l'apparition de ce film-là, qu'il était sous le toile. J'étais là, sous le toile. Tu étais là, sous le toile, mais jamais les soldats n'étaient couverts de toile pour être fusillés. Là. C'est un énorme mensonge. Mais comme ça, la forme passe. Et dès qu'il y a ce mensonge-là, on ne croit plus. Et le texte de l'autre ne peut pas être lu aujourd'hui comme un texte proposé à leurs spectateurs à l'époque. Comme ça, je pense que tous les films que j'ai faits en Géorgie portent un message d'un pays qui n'existera plus. C'est une période, c'est une atmosphère, c'est un pays qui était notre enfance et notre jeunesse. Et pour ça, c'était une vie merveilleuse. Parce que d'abord, on était jeunes, et d'autre part, on était pénétrés par la maladie de solidarité, tous, comme ça se doit dans les camps. Alors, ce texte-là, lu aujourd'hui en France,
peut provoquer l'étonnement. Mais pourquoi ils étaient interdits? Nous, on sait pourquoi ils étaient interdits. Mais il manque la clé pour ouvrir cette boîte de Pandore et comprendre qu'à cette époque-là, dans ce lieu et dans ce pays, l'existence de ces films était quasiment impossible. Mais alors vous, justement, vous avez fini par émigrer en France, bien avant la chute du régime et bien avant la perestroïka. Donc finalement, la cause de ce déménagement, de ce changement de pays, est-ce que c'était justement ce système soviétique avec le carcan que ça représentait, les pressions, la censure, le manque finalement de liberté? Est-ce que c'est vraiment à cause de tout ça que vous avez fini par venir faire des films en France? Là, il faut mettre tous les points sur i, parce que d'abord, j'ai jamais immigré. Mais pour les autorités là-bas, c'était un grand soulagement que je quitte l'Union soviétique et que je fasse mes saloperies ailleurs, quelque part, mais pas chez eux. Alors, je restais sans travail pendant 6 à 7 ans. Et ça pesait sur eux aussi. Parce que nos films étaient déjà connus, cette école qui représentait un contre-courant de cinéma officiel continue à exister et a pris une valeur, surtout à l'Occident, qui les dérangeait beaucoup, les autorités en Russie. Là. Et comme ça, ils se sont débarrassés par exemple, ils se sont débarrassés de Tarkovsky en le laissant partir à l'étranger. Après le premier film qu'il a fait, Konchalovsky, c'était un film qui était interdit aussi parce qu'il était très beau. C'était L'amour de Assia. Ils l'ont laissé partir aussi à l'étranger. C'est vrai qu'après, il n'a pas fait grand-chose, malheureusement, mais c'était un monsieur bourré de talent. Et ils m'ont laissé partir aussi en espérant que une petite provocation sera suffisante pour que je reste à l'Occident pour toujours. Mais ouais, que si Tarkovsky était censé émigrer parce que rien ne lui souriait dans son pays natal de Moscou, moi j'avais derrière moi la Géorgie qui était assez loin de Moscou et c'était tout à fait un autre pays. Et je ne pouvais pas me permettre de la quitter définitivement. Alors je suis rentré et à Moscou, ça a provoqué le grincement des dents parce que chacun d'eux, à ma place, restera à l'Occident. Mais quand je suis rentré, déjà c'était, après mon premier film que j'ai tourné en France, c'était Les Favoris de la Lune, c'était déjà les premiers signes d'ère gorbatchovienne, entre guillemets. Et le cinéma déjà a perdu l'importance dans la vie sociale de cet immense pays. Ça veut dire que le financement était coupé, le robinet était fermé, et je suis rentré en France de nouveau pour continuer à travailler. Comme ça, j'ai fait La lumière fut, comme ça j'ai fait La chasse aux papillons. Et chaque fois quand je rentrais, ça devenait impossible de travailler là-bas. Alors, beaucoup de mes collègues ont quitté la Géorgie, certains travaillent en Allemagne, certains sont en Hollande, aux États-Unis. Mais moi, je pense que je suis persuadé que nous tous, on continue à tourner le même film, peu importe où on est. Pendant la période française, vous avez fait Brigand, chapitre 7, qui est, on peut dire, votre seul film explicitement critique du stalinisme, enfin d'une période du stalinisme. Pourquoi vous avez attendu finalement si longtemps pour filmer cette critique du système soviétique? On peut lire comme ça aussi, partiellement, ce film-là, ce texte cinématographique. Mais
comme départ, je ne pensais pas de critiquer uniquement le système soviétique, parce que ce qui a remplacé ce système soviétique et ce qui est devenu le capitalisme sauvage, tout à fait, qui détruit tout dans ce pays-là, qui est devenu un capitalisme sans merci, capitalisme mafieux, purement. Mafieux de point de vue étatique et de point de vue personnel, de chacun qui pille les énormes ressources de ce pays-là. La différence entre les riches et les pauvres est devenue énorme. Et il me fallait peut-être observer un tout petit peu comment les gens vivent ici. Après, d'extrapoler toutes mes réflexions sur tout ce que je connaissais et dans l'histoire et dans le passé. Moi, je pensais que, écoutez, ni l'Inquisition, ni les nazis, ni le régime de Franco, ni le régime de Mussolini, ni le terrible régime des royaumes et d'existence des régimes des grands seigneurs en Europe, surtout si on parlait des épouvantables régimes de l'Asie, ne me donnait pas la possibilité de se jeter uniquement sur l'Union soviétique. Mais j'ai mis mon expérience de mon vécu en URSS dans le même système, parce que nous, chacun de nous pense toujours que tout ce qu'on vit, que c'est maintenant que c'est très mauvais, que avant c'était peut-être autre chose, peut-être c'était bien, ou surtout on pense qu'ailleurs c'est mieux que chez nous. Voilà. Et moi je voulais prouver purement mathématiquement, si vous voulez, que c'était comme ça, que et chez nous et ailleurs, c'est la même chose, que l'être humain est la même partout, et que les cauchemars que nous vivions aujourd'hui sont les mêmes que l'humanité a vécu toujours, y compris les périodes que je connaissais très bien, les périodes soviétiques. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le film montre que le stalinisme n'avait pas l'exclusivité du mal ou de la répression. Mais non, pas du tout. Que ça existait à toute époque et en tout lieu. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la critique que tu exprimes dans Brigand n'est pas du tout lourde ou didactique ou manichéenne. Elle reste toujours empreinte d'humour, de distance, de stylisation aussi. Comme si chez toi, il y avait toujours l'idée finalement de demeurer, irrécupérable par quelque idéologie que ce soit, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest ou du Nord ou du Sud, et aussi l'idée de ne jamais apparaître comme un donneur de leçons. Peut-être, je pense que voilà, tout est fondé sur une distance qu'il faut, je pense, dans l'art, qu'il faut prendre avec la matière. Là. Si on suit l'exemple de... Il y a quelques écrivains qui, dans leurs belles lettres, dépensent toutes leurs amertumes contre quelque chose, contre un mal qui est concrétisé par la vie qu'ils connaissent, ça donne des résultats très faibles. Par contre, si on prend un grand écrivain russe, Gogol par exemple, dans ses nouvelles et dans ses romans, et dans ses pièces, dans la dramaturgie, il n'y a que des monstres, il n'y a que des gens absolument hallucinants et répugnants. Voilà. Alors, si on regarde tout ça, on peut dire qu'il était profondément blessé par l'impossibilité de vivre dans la Russie dans laquelle il vivait. Moi, je pense que le fait qu'il s'adressait à quelqu'un en lui montrant toute la galerie des monstres qui les entouraient à cette époque-là, qui était produite du tsarisme russe,
il s'adressait à quelqu'un qu'il espérait qui existe là. Il partageait son malheur. Il avait un interlocuteur à qui il s'adressait. S'il n'y avait pas cet envoi de clin d'œil et de regard positif que nous et vous, chers lecteurs, nous comprenons parfaitement quel cauchemar nous vivions, alors en ce cas, ça pouvait être désespérant. Donc, par exemple, si on parle de l'œuvre de Kafka, c'est incomparablement beaucoup plus pessimiste et privé d'espoir là, que l'œuvre de Gogol. Gogol, après, il avait des gens qui ont suivi cette route-là. C'était Saltykov-Shchedrin, un grand, qui regardait tout avec l'humour et tout le rendait gai. Ça glisse comme une légère comédie, là. Alors, après, il y avait Bulgakov qui a écrit Maître et Marguerite. Le sujet de Maître et Marguerite est fondé sur la visite de Diable à Moscou. Visite de Diable à Moscou qui vient pour tout rendre, pour rendre folle la vie qu'il devait voir. Et il n'a rien à faire. Parce que tout est déjà fait. Voilà. Mais c'est drôle comme tout à lire ça. Et c'est le miroir qui reflète la réalité des choses, mais le miroir qui n'est pas, qui me rend pas méchant après la lecture. Par contre, ça nous soulage. Ça nous soulage parce qu'un copain écrivain a compris et a écrit tout ce que nous pensions tous, mais comme il a bien formulé cette pensée collective-là. Voilà, je pense que c'est... Pour ça, si on parle de légèreté, de dessin dans Les Brigands, je pense que ça appartient peut-être... J'ai fait les efforts de prendre les leçons de la même école, de la pensée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans Brigands, comme dans la plupart de tes films géorgiens, il y a effectivement, je pense, cette idée de soulager le spectateur, mais effectivement de ne pas le rendre méchant ou agressif, enfin de toute façon, pour moi, personnellement... De rester léger par rapport à la critique, quoi, voilà. Pour moi, c'est une énorme joie quand je lis ou quand je vois quelque chose qui me donne les raisons de ne pas me sentir seul. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense aussi comme moi. Et ça veut dire que nous sommes quand même quelques-uns sur cette terre. Peut-être nombreux, peut-être pas si nombreux que ça, mais nous ne sommes pas seuls. C'est le joie qu'on partage en partageant une pensée, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, l'aspect politique de ces films, c'est ça, c'est-à-dire c'est réussir à partager une pensée avec d'autres gens plutôt que de dénoncer, quoi. C'est-à-dire finalement, tu ne dénonces jamais. Mais il n'y a pas grand-chose à dénoncer. Tout le monde connaît regardez la Bible, elle est pleine de cauchemars, des horreurs, des trahisons, sans parler du Nouveau Testament qui est fondé sur la trahison. Par contre, si on regarde le cinéma de certains de mes collègues aujourd'hui, oui, c'est un peu amer, là, ça ne me plaît pas. Oui, si vous prenez un grand metteur en scène comme, je sais pas, comme Jean Vigo ou Jacques Tati, là. Oui, Jean Vigo est plein de tendresse contre... Il plonge son personnage dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et après, il le sauve. Il s'agit de personnages joués par Dita Parvo. Ou de Jacques Tati, il décrit la folie du monde dans lequel nous vivions.
Et il est seul, il est comme comme s'il est venu d'ailleurs, là, de quelque part. Ce qui est son point de vue et sa apparition et l'incompréhension totale de cette folie rend ridicule et provisoire l'existence de tous les trucs de, de social, politique, moral, tout ce qui est fondé, tout ce qu'on n'aime pas là-dedans. Voilà. Il est comme, ouais, peut-être on dit que peut-être c'est le modèle de Don Quichotte là, qui lutte contre les moulins, parce qu'ils ne comprennent pas que la réalité de mal. Là. Mais le personnage de Don Quichotte, c'est aussi le personnage de Buster Keaton, là, si vous voulez. Oui, Buster Keaton, Jacques Tati, qui sont des influences tout à fait, reconnues et constantes de ton cinéma. Entre autres. Parce que peut-être on vit dans cette époque-là où il faut s'abstenir de prendre tout pour sérieux. Là. Parce que si on commence à prendre tout pour sérieux, en ce cas, il ne faut pas s'occuper de l'art, mais s'occuper de la politique. Et la politique, nous, on connaît, et moi je connais parfaitement bien, que dès que quelqu'un décide et qu'il sait comment il faut changer ce monde-là, il se trompe inévitablement. Pour ça, ce n'est pas dans nos ressorts humains de prétendre de changer le monde pour un monde contre un autre qui sera, selon nous, meilleur. On a vu ce qui est arrivé avec la grande révolution d'octobre, qui était le grand espoir de l'humanité, si vous voulez. Ça s'est terminé en cauchemar. Voilà. Alors, il faut mieux pas recommencer. C'est une comédie dramatique ou un drame comique, là, comme tu veux, sur on attrape aujourd'hui une époque quand tout est disparu, ce qu'on considère comme romantique, fragile, cultivé, raffiné. On vit dans la situation assez dure. La littérature est devenue dure, le cinéma devient de plus en plus dur. Alors, moi, j'ai décidé à un moment donné de faire un film sur notre rêve d'imaginer l'autre monde qui est derrière les remparts qui nous entourent. Là. Les remparts peuvent être concrets, mais peuvent être aussi figuratifs, là, comme notion. Justement, je trouve que Adieu plancher des vaches, concentre ou résume un certain nombre de caractéristiques stylistiques de vos films. Par exemple, la narration. Vous ne racontez pas des histoires au sens classique du terme, avec un début, un milieu, une fin, un personnage principal qui subit un tas d'épreuves et puis qui à la fin retombe sur ses pieds. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre manière à vous de raconter des histoires, c'est-à-dire de ne pas les raconter à la manière de 90% des films? Bon, de toute façon, moi je pense que notre métier qu'on essaie de pratiquer aux règles de laquelle on essaie d'être fidèle, nous donne la possibilité d'éviter les règles de la dramaturgie classique. Parce qu'on a une palette assez large à notre disposition. On peut montrer 150 000 facettes de la vie qui nous entoure, et comme ça on n'est pas censé de se mettre dans la situation de Othello ou de Roméo et Juliette pour arriver jusqu'à la culmination, et après, comme toujours, ce qui est très agréable chez Shakespeare, tout se termine mal. Au début, j'ai essayé
rendre la composition d'une œuvre cinématographique comme ça se doit, parce que l'œuvre cinématographique, ça se développe dans le temps. Dans le temps, dirigé par la volonté de celui qui mène la narration. C'est un genre de ballet ou c'est un genre d'une musique, si vous voulez, qui se développe dans le temps. Et comme ça, au début, je commençais à m'adresser aux méthodes de la forme, des formes musicaux connues, comme la sonate, la fugue, dans ce qui concerne l'existence de deux thèmes parallèles, ça veut dire que de contrepoint, de m'adresser à la méthode de rondo. Dans rondo, on répète le même thème après un intervalle, tout le temps. On le répète, on revient à la même thème, mais au milieu, entre deux répétitions de ce thème, il se passe 1000 choses dans le son. Il y a et la tragédie, il y a et le lyrisme, il y a et le déchirement, et après on revient à la même thème. Mais quand on revient à la même thème, et quand elle sonne deuxième fois, elle change de couleur. Elle donne le sens à tout ce qui l'a précédé. Elle rend... d'abord, elle est comme un fantôme. Elle est fatale parce que, oui, vous espérez que tout est changé. Vous espérez que vous avez vécu une autre période. Mais me voilà, votre thème. Et je m'impose à vous. Ça veut dire que j'ai utilisé la forme musicale. Mais après, j'ai commencé à penser que les formes en musique sont trop arrondies, que la composition, elle est parfaite, et qu'il fallait un tout petit peu rendre l'œuvre disproportionnée. Et quand j'ai commencé à faire Les Brigands, et surtout dans le film Lundi matin, j'ai déjà introduit la disproportion dans la narration. Ça veut dire que j'ai quitté mon personnage principal pour rester avec les autres qu'il a abandonnés, pour comprendre mieux pourquoi il est parti voyager ailleurs, là. Ou je quittais dès que j'habituais le spectateur à ceux qu'il a abandonnés, je le retrouvais et j'oubliais tout ce qu'il a laissé. Et comme ça, j'ai rendu cette forme en tripartie un peu brutale, un peu inquiétante, parce que quand je revenais avec lui dans le même bled qu'il a quitté, tout est resté comme c'était. Tout est resté comme c'était, c'est ça ce qui est dramatique. Il n'a pas d'issue, ce pauvre garçon. Alors vous avez parlé de l'analogie entre votre système narratif, votre mise en scène et la musique. Peut-être qu'on retrouve ça aussi dans votre rapport au dialogue. Vous utilisez très peu les dialogues, et quand il y en a, on a l'impression que c'est plus dans un sens musical que pour leur sens ou leur importance dans la narration. D'accord. Bon, d'abord, je pense que parler et dire, c'est pas la même chose. Malheureusement, pour nous, le cinéma est devenu très, très bavard. Très bavard. Je pense que quand le film nécessite d'être traduit par un traducteur, on est très très loin de phénomène de cinéma. Voilà. Pour ça, il faut écrire le dialogue, le mot vaut mieux que je prétends pas, je m'abstiens parce que je ne possède pas ni talent de Molière, ni celui de Schiller, ni de Shakespeare. Et s'exprimer par les dialogues aussi brillamment que eux, je suis en pleine impossibilité.
Par contre, j'essaie de rendre la mise en scène compréhensible comme un texte. Cette méthode d'absence de dialogue est tout à fait en idéal faite chez Jacques Tati, là, par exemple. Il ne dit pas un mot, il meugle, il prononce des syllabes absolument insignificatives, mais ces petites exclamations ne donnent aucune information pour le spectateur. Alors, mais ce sont les exclamations au niveau de la réaction. Il fait l'intonation de politesse, il dit « on » ou il dit « on ». Mais là, ça se termine, là. Mais comme lui, il était plutôt de l'école des clowns, et ça se voit dans sa maîtrise de son métier de clown, peut-être c'était la méthode très difficilement imitable. Moi, j'essaie de faire des fables et les paraboles qui ressemblent à la vie. Vous pouvez reconnaître que oui, c'est vraisemblable. Mais j'introduis dans ces paraboles invraisemblable à tel point que le spectateur me suit et il me croit. Bon, je ne sais pas jusqu'à cet oiseau étrange dans Adieu plancher des vaches qui a remplacé pour moi un philosophe qui observe le monde avec l'air bizarre, critique, étonné, et qui, à la fin, disparaît aussi bien en quittant le château. Alors, une autre caractéristique de Adieu plancher des vaches et de ton cinéma et de tes films français, comme Les Favoris de la Lune ou La Chasse aux papillons, c'est le recours au plan large. Il y a beaucoup plus de plans larges que de gros plans. Pourquoi cette préférence des plans larges ? D'abord, il y a une éthique là, dans notre métier, une éthique, une vraie. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, pour le ronronnement de la caméra, couper un arbre. Uniquement parce que je veux filmer comme on coupe l'arbre. J'étais obligé dans le film Et la lumière fut à voir les morceaux où les arbres, où les gens coupaient les arbres. Là, j'étais obligé d'aller là où ils coupent vraiment, par nécessité ou par la méchanceté ou par le commerce, par le trafic ou je ne sais pas quoi, mais ces arbres étaient condamnés d'être coupés, sans qu'il y ait ma caméra ou il n'y a pas. Alors, je ne peux pas me permettre de tuer même un coq pour filmer cette scène-là. Je déteste quand les gens dans les films qui reconstituent les scènes des camps de concentration rasent les cheveux aux dames. Parce que je sais que c'est vrai. Et après, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces dames-là? Parce que ce sont les figurantes, là. Voilà. Et surtout, je ne supporte pas les scènes intimes dans le cinéma, parce que je sais parfaitement bien qu'on met deux êtres qui se connaissent à peine, mais parfois ils sont tout à fait étrangers l'un à l'autre, on les met dans la situation la plus intime que seulement dans la serrure dans le trou de serrure, les méchants voisins peuvent observer. Alors je ne vais pas mettre le spectateur dans cette position, et comme ça pour moi, même je pense que je n'ai jamais fait embrasser les gens, parce qu'il y a, chez chaque être humain, il y a une aura difficile à percer. Et les acteurs professionnels, ils imaginent que non, c'est le métier de permettre aux metteurs en scène, aux autres partenaires de percer leur aura et d'entrer en contact absolument pas naturel avec quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Pour ça, je pense que c'est sans
c'est l'absence de vergogne complète d'avoir des gros plans des gens très rapprochés. Parce que là, d'abord, l'acteur ne peut pas cacher qui il est trop près de nous, et il s'éloigne de ton personnage là. Ça devient un être concret, un individu, avec tout son contenu. Et j'ai aucun envie d'avoir un être concret sur l'écran. Je préfère qu'il soit personnage, et toujours personnage. Pour ça, peut-être c'est après que j'ai réussi à formuler ces règles qui sont les miennes. Mais peut-être tout à fait involontairement, je m'abstenais toujours de tourner les gens de près comme ça. Là. Pour moi, éthiquement, c'est un peu difficile. Voilà. Un motif dans vos films, c'est la bouteille, l'alcool. Ça revient de manière récurrente. Est-ce que vous pouvez parler de ça? J'ai l'impression que c'est, comment dire, l'alcool, c'est ce qui relie les hommes et ce qui les relie, je dirais, à l'écart des systèmes, de la société. Enfin, chez vous, ça contribue à instaurer des vrais rapports humains. L'alcool, le vin était toujours quelque chose qui réunissait les gens parce que ça rendait tous beaucoup plus libres dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans le désir de s'ouvrir, dans le désir de partager, dans le désir de dire ce qu'on ne dit pas quand on est sage. Là. Et comme ça, l'existence et l'invention de cette méthode de vivre sur cette terre en regardant et observant le passé, le futur, en réfléchissant sur la vie, sur la tristesse, et avoir le joie comme ça partagé, le joie qui est provoqué toujours par le sentiment d'amitié, d'amitié vers ton proche. Là, voilà, c'est ça. Et il y a un proverbe georgien, ou georgien, russe aussi, là, que celui qui fume pas et qui boit pas va mourir en très bonne santé.